Bonjour à toutes et à tous, merci d'être nombreuses et nombreux pour ce deuxième atelier de la deuxième journée du premier salon du livre audio Tunisie. Tout de suite, donc, on essaiera de voir ensemble pendant cette table ronde, que je préfère être plutôt une mise en dialogue que table ronde. On va essayer de voir ensemble et d'essayer de décortiquer la dimension technique du livre audio, ainsi qu'un petit volet légal, ce qui est loi, qui concerne le livre audio. La technique étant très très importante, d'autant plus que avec l'outil numérique, le livre audio, parmi bien d'autres supports, ont évolué de manière très remarquable, sachant justement l'existence de plus en plus de connectique entre les continents, la fibre optique, le numérique, ce qui est en lien justement avec Internet et les supports cloud. Donc ce sera une modération à double voix avec Bassem, si vous êtes là. Avec nous en ligne est toujours Cécile Paluzinski, qui est présidente de l'association La Plume de Pan. Est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous entends bien. 5 sur 5, merci. Mohamed Alifet, qui est responsable du projet Willy à la Bibliothèque nationale de Tunisie, qui est également musicien. Laure Saget, qui est directrice du développement audio auprès de Madrigal, mais également responsable export, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, non, directrice du développement du livre audio pour Gallimard également. Zakia Warsidov, fondatrice de Livox, start-up spécialisée dans le livre audio. À côté, le cofondateur, Azradet, qui est également en plein dans le livre audio. Alors, il y a beaucoup de sujets beaucoup de thématiques ont été amorcées pendant la première table ronde. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement spécialiste de la modération et encore moins du spécialiste du livre audio. On va essayer quand même de répondre à beaucoup de questions. C'est un sujet que je vois, en tout cas, qui suscite beaucoup d'intérêt. Sur le plan technique, et là je cède la parole à Cécile, non? En tout cas, sur la dimension technique du livre audio, il y a une multitude de supports qu'on peut observer aujourd'hui. Il y a les livres téléchargeables, il y a les livres qu'on consulte en ligne, directement en streaming. Il y a les livres qui sont sur CD, sur clé USB. Il y a cette multitude de supports-là qui peut également rendre l'éditeur, qui peut le rendre dubitatif quant à la pertinence du support et à la façon justement de le distribuer ensuite. Et ce qui impacte automatiquement la production. La production, ça veut dire que ça impacte, à mon sens, la création et les créateurs justement de contenu. Sur ce sujet-là, je cède la parole à éventuellement Zakia Warsidov, peut-être pour partager un peu son expérience de création de contenu et éventuellement quelles sont les problématiques qui ont été rencontrées et qui sont en lien avec la fabrication du livre, mais également peut-être plus tard la distribution, et c'est à ce moment-là où on atterrira peut-être sur le volet légal. Ok, merci Cécile. Donc, je parle beaucoup, il faut savoir m'arrêter. C'est ton rôle plutôt. Bon, alors, donc l'Evox Audiobook, c'est une aventure, vous voyez, qui vient de débuter en Tunisie. Et notre objectif, c'est de produire des
audiolivres de culture locale. Donc là, pour commencer, on veut se focaliser sur les livres tunisiens, d'auteurs et d'éditeurs tunisiens. Là, on a commencé à produire, à enregistrer des livres. On a commencé par des livres en déj, en dialectal. Vraiment, c'est une expérience nouvelle, on est en train d'apprendre. C'est un travail long qui fait intervenir plusieurs personnes. Donc il y a toute la partie ingénieur du son, il y a toute la préparation, tout le travail de préparation de la lecture qui est très délicat. C'est un travail à faire avant d'entrer en studio d'enregistrement. Il faut vraiment trouver le bon lecteur pour le livre, donc le lecteur adéquat pour le livre choisi, et trouver la bonne tonalité de lecture, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment en train d'apprendre, nous commençons dans la production et nous comptons produire un catalogue varié pour commencer avec des catégories différentes, des catégories pour enfants, des romans, de la poésie, des livres d'histoire, de politique, enfin un peu de tout pour que chacun dans le public puisse trouver son compte. Après, le challenge, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est comment, donc une fois ces livres enregistrés, transformés en audio, adaptés en audio, comment faire pour commercialiser ces enregistrements, comment faire pour que les gens puissent les acheter, puissent accéder à ces audiolivres, les acheter d'une manière pratique, simple, accessible à tout le monde, donc légal aussi bien sûr, c'est un volet important qu'on va aborder. D'où l'idée de... Donc là, on a commencé pour promouvoir notre projet, on a fait une sorte de landing page que vous pouvez tous consulter avec des exemples gratuits sur www.livox.co. Mais après, il faudrait trouver une solution, donc soit le développement d'une application mobile sur laquelle on pourrait mettre donc ces enregistrements, soit aussi diffuser nos enregistrements sur des plateformes déjà existantes. Je trouve que c'est envie de rebondir ce que sur oui. Oui. Et je vois également que Cécile vient de nous rejoindre. Rebonjour Cécile, là on parle pour la partie que tu as ratée. On parle de la partie, le développement technique justement du livre audio, et je pense que ton apport sur ce sujet-là sera de la plus grande utilité. Je sais la parole à Bessel. Oui, et les problèmes en fait rencontrés par rapport à la diffusion du livre. Donc le mot d'ordre de Madame Boissy, c'est voilà, on vient de commencer, c'est une expérience nouvelle. Et pour créer un petit pan en fait avec la première table ronde, Paul a donné une date très importante, 1956. C'est la diffusion du premier livre audio, Pierre et le loup, Gérard Philippe avec la symphonie de l'ex-URSS. Il y a une autre date, 1932, aux États-Unis d'Amérique, c'est Harrington. Donc, le livre audio, il est là depuis un siècle. Donc, il a sa communauté, et il a aussi beaucoup plus d'accessibilité, mais je pense que ce livre audio, il peine pour s'imposer. Et il y a des difficultés, des contraintes d'ordre économique, d'ordre juridique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi des contraintes d'ordre psychologique? Parce que ce livre, comme le pensent plusieurs, est destiné à des gens qui refusent en fait l'écriture. Donc il y a ce que je peux appeler un marquage d'ordre idéologique. Parce que autour de cet outil, il y a de véritables a priori. Qu'est-ce que vous pensez? Bonjour. Je vais me permettre de répondre par une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des a priori et un problème de marché pour les mangues en Tunisie? C'est la même chose, c'est ce que Travla disait. Il n'y a pas de mangue en Tunisie.
Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marché. On ne nous a jamais fait goûter de l'amande. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que voilà, éditeur, enfin, Justement. Pour booster en fait cette chaîne de livres audio? Justement, la première Je étape. rappelle que c'est le salon du livre audio et pas de salon de la... Justement, je rebondis sur ce que disait Khawla. L'important maintenant, c'est de créer du volume. C'est donner la chance à tout le monde de découvrir son style. On dit que le Tunisien n'aime pas lire, n'aime pas écouter. On n'en sait rien. On peut dire aussi qu'il n'aime pas la langue, j'insiste. Mais il n'a jamais goûté, c'est exactement la même chose. Donc, le plus important aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de créer du volume. Derrière, ce qu'on va faire, bien sûr, on va trouver tous les moyens de distribution. Il y a une chose qu'on adore dire, on les écrira sur les murs. Et justement, il n'y a pas une déperdition justement dans, dans le fait de suivre plusieurs sillages de supports. Parce que le numérique aujourd'hui, je ne sais pas s'il rajoute justement, il apporte naturellement énormément de choses pour fluidifier justement la transmission des données, la transmission de l'information, mais est-ce que ça n'a pas tendance un peu à rendre la tâche et la survie, peut-être, je ne sais pas si c'est, peut-être pas la survie, mais le livre audio, l'existence du livre audio, est-ce qu'elle n'est pas du coup menacée par une transformation du support lui-même? Le livre audio, comme moi je l'ai connu, en tout cas comme les gens de ma génération l'ont connu, c'est livre accompagné d'une cassette. Voilà. Après, c'était devenu livre accompagné d'un CD. Que ce soit pour de la fiction ou bien pour de la formation, pour des cours, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si le livre numérique, en tout cas tel que moi je l'ai connu, a évolué justement dans un sens, a évolué ou bénéficie justement du numérique comme il se doit pour avoir une évolution cohérente. J'ai l'impression, moi, personnellement, qu'il y a une déperdition justement des supports entre le MP3, entre le web, entre le cloud, entre ce qui est téléchargeable, à moitié, ce qui est verrouillé au téléchargement et une fois détéléchargé, ça verrouille toute votre... Enfin, je veux dire, là, il y a une espèce de technologique autour du livre audio, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un jour, on arrivera un jour à un équilibre et à une uniformisation justement de support? On y est déjà. Je vois que Cécile, on y est déjà, je pense. Je vois que Cécile voudrait intervenir peut-être. On y est déjà, on y est. C'est uniforme. Moi je suis proche. Aujourd'hui, les plateformes existent, aujourd'hui la technique existe. Nous, notre point de départ, c'était de faire une levée de fonds, créer l'application. On est arrivé à notre première réunion pour faire notre levée de fonds. Nous a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, votre projet, j'adore. Je suis sûr qu'il y a un marché, je suis sûr qu'on est capable de le faire, je suis sûr que ça va générer de l'argent. Je dis, d'accord, on est quoi comme objet libre maintenant? Donc c'est pour ça qu'on a un peu fait les choses, c'est de l'expérience, comme disait Gay, on apprend, on est en train de changer notre approche, on est en train de drifter sur de la glace. Donc à chaque fois on change, là on va faire du volume, on va créer du volume, on a déjà la piste. Ça veut dire quoi, on a déjà la piste? Les techniques existent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les auteurs, les maisons d'édition s'inquiètent et les auteurs s'inquiètent de la perte de leurs écrits, ils ont peur de se faire voler, etc. Ces choses-là sont verrouillées par des très grandes plateformes avec des solutions techniques qui sont testées, retestées à l'infini. Donc on y est. Ce dont vous parlez, on y est. On a maintenant un format qui existe. Tout ce qui est physique, après ce n'est que mon avis, je pense que tout ce qui est physique est devenu plus de l'ordre de collector, des choses beaucoup plus... Là, ça me donne à... Oui, vous avez parlé de l'argent, en fait, je ne sais pas comment les choses se font en Tunisie, mais le livre audio en France n'est pas soumis en fait à la loi de Jacques Lang. Du coup, l'éditeur, il paye 4 fois en fait la TVA, la valeur ajoutée. Donc, comment gagner de l'argent? Et parce que Paul, par exemple, a parlé de démocratisation du livre audio. Comment rendre ces livres accessibles d'un point de vue matériel? Alors, sur la TVA, si je peux répondre pour la France,
En fait, on n'est pas soumis à la loi langue, comme vous le dites, effectivement, mais en revanche, on a une TVA réduite. Donc sur la chaîne de valeur, on est quand même dans un dispositif plus favorable du point de vue du droit d'auteur, de la TVA, pour la vente des livres audio. Moi, je pense que ce qu'il faut dire sur le livre audio à tout le monde, et ce que vous avez vraiment dit, c'est que c'est une opportunité. Une énorme opportunité. Et c'est une opportunité qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, la moitié des gens qui écoutent des livres audio, c'est des gens qui n'achetaient pas de livres. Donc, c'est des gens qui vont revenir à la littérature ou même toute forme d'écrit. Ça peut être de la non-fiction, ça peut être du développement personnel, ça peut être toutes les formes d'écrit qui vont redevenir accessibles et moins angoissants. Comme le disait Paul, c'est beaucoup moins angoissant d'écouter un enregistrement pour plein de gens plutôt que de lire un livre. Et le fait de considérer qu'ils ont été capables d'écouter un livre audio, ça va leur faire se dire aussi que potentiellement ils sont capables de lire un livre. Donc il faut vraiment le voir comme une opportunité dans les deux sens. Et pour rassurer les auteurs aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une opportunité pour les auteurs, puisque quand on produit un livre audio, nous, en tant qu'éditeur, on va aller payer l'auteur une rémunération spécifique qui va être assise sur le prix de vente du livre audio, et c'est un complément de revenu pour l'auteur. C'est pas du tout une perte de valeur, c'est une augmentation de valeur. Les éditeurs de livres audio, quand ils décident de publier un livre, ils vont d'abord, c'est la première démarche, ils vont voir l'auteur, ou l'éditeur d'ailleurs, en fonction de leur statut, c'est-à-dire s'ils sont éditeurs du livre, ils vont aller voir l'auteur en disant « Au fait, je vais faire ton livre en livre audio », et là, en général, l'auteur est très content. Voilà la rémunération proportionnelle que tu vas toucher sur l'exploitation du livre, voilà l'avance que je vais te payer là-dessus, puisque les éditeurs de livres audio payent des avances, il faut le savoir aussi. Donc c'est une opportunité financière, une opportunité de visibilité de son œuvre, parce qu'effectivement, il va avoir son livre en librairie, mais il va avoir aussi son livre sur les plateformes de livres audio, et puis il va avoir la puissance d'un comédien qui va porter son livre et qui va le rendre accessible. Moi, je reprendrai vraiment ce que disait Robin. C'est l'accessibilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être, le comédien va être le médiateur entre ce que l'auteur veut dire et le récepteur qui est l'auditeur. Donc, moi, il me semble qu'il n'y a même pas de débat sur le fait que c'est juste une énorme opportunité. Et je voulais juste rappeler sur les fondamentaux de qu'est-ce qu'un éditeur de livre audio. En fait, et vous êtes musicien, vous le savez, un éditeur de livre audio, c'est un producteur de phonogrammes. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui fait du disque. Et d'un point de vue juridique, en tout cas en France, il y a un statut spécifique sur les producteurs de phonogrammes. J'imagine qu'en droit d'auteur tunisien, ça doit être la même chose. Il y a une protection spécifique sur celui qui va produire un enregistrement, c'est-à-dire le fait de fixer un son sur un support. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base. Et c'est assez intéressant parce que du coup, les éditeurs de livres audio vont faire cohabiter deux mondes qui avant ne se parlaient pas du tout. C'était le monde de la musique, du son enregistré, et le monde de l'écrit. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a des maisons de disques, nous, qui viennent nous voir en disant bah, « Écoutez, on voudrait distribuer votre catalogue de phonogrammes ». Donc en fait, là, il y a une fusion qui s'opère entre les gens qui produisent des enregistrements de musique et les gens qui produisent des enregistrements de texte. Alors, l'autre couche, mais ça on en parlera peut-être après, sur comment on empile les contrats et les chaînes de droit. Il y a Cécile qui voudrait intervenir, il me semble. Allez, oui, c'est Vous nous l'avez figé là. Je ne sais pas si on m'entendait, c'est-à-dire qu'il faut devoir prendre des documents du livre audio et puis ce que Laure évoquait, le livre audio, est-ce que c'est une opportunité? Peut-être juste sur le témoignage pour le marché français, la perception qui est décrite peut-être un peu poussiéreuse du livre audio, c'est effectivement un phénomène qu'on a aussi connu en France quand on a commencé nos actions il y a 10 ans. Ce qu'on constate quand même, c'est que avec un travail pédagogique, on va dire, de fond et
audio, mais parce que si par les lancements d'un catalogue avec des genres éditoriaux plus variés, C'est public, on voit que l'image du livre audio est en train de changer sur ce que l'on vient de dire. Il y a une étude assez intéressante qui a été produite, ces livres audio, avec des usages d'écoute plus jeunes à venir dans les livres audio. Cécile, je suis désolé de te dire, mais une bonne partie de la dernière phrase n'est pas passée. Vous avez conçu? Non. Bien sûr. Alors, on dit que c'est très bien, que ça, tout le monde a entendu. Je me permets donc de poser la question à Hamdali. Que pense la Bibliothèque nationale justement du livre audio et du volet légal, et justement qu'est-ce que la Bibliothèque nationale que tu représentes pourrait répondre justement à un jeune éditeur ou une jeune start-up justement qui souhaiterait développer des livres audio ou du livre audio tout court. Voilà. Merci ici. Donc au départ au nom de la Bibliothèque nationale, je salue énormément et je félicite cet événement et les organisateurs. Voilà. Bravo pour le succès. Merci à vous pour l'accueil. Voilà, c'était un honneur déjà de participer à cet événement avec un projet de Bibliothèque nationale qui est Willy, qui est encore frais. Mais les extraits qui sont dans la bibliothèque, ils n'existent même pas dans la base de la bibliothèque, ils sont tous faits du studio. D'accord, ça vient tout juste d'arriver. Voilà, vous pouvez justement retrouver le stand de la Bibliothèque nationale du projet Lire tout au bout du couloir à droite. Voilà. Oui, je réponds aux questions. Oui. Donc voilà, la Bibliothèque nationale a lancé ce projet initialement pour son rôle principal est de promouvoir et de pousser la culture, le savoir dans tout le pays, au monde entier, et bien sûr on vise principalement les non et malvoyants. Bien sûr, le projet... C'est là, c'est un livre audio ciblé. Voilà, ciblé. Le projet cible la population précise. Voilà, alors, en premier lieu, et on prend à ce que les extraits ou des livres soient libres de droit et publiés pour le grand public, téléchargeables. Voilà, donc le côté commercial ne se pose pas dans ce projet, mais comme sorte de partenariat, on peut envisager ça si, bien sûr, on est ouvert dans le volet partage de nos produits avec les partenaires qui peuvent partager ce produit en Tunisie et peut-être on verra ça à une échelle plus haute, de vendre, que ce partenaire peut vendre ce produit à l'extérieur du pays. D'accord. Ça, c'est à voir. Voilà. Un point à voir. D'accord. Je reviens à l'histoire de l'opportunité dont vous avez parlé. Donc, il y a de l'opportunité, il y a de l'espace. Le producteur, l'auteur va se jeter dans l'eau. Mais il y a un monstre en fait qui hante l'auteur et le producteur, l'éditeur, c'est le piratage. Est-ce qu'il y a des stratégies dans ce sens qui vont permettre aux producteurs, créateurs d'être préservés contre le piratage? Normalement, ça marche? Normalement, nos plateformes assurent la protection des fichiers. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche, pardon. Oui, donc normalement, le rôle des plateformes qui diffusent les livres audio en numérique, c'est de protéger les fichiers. Et il y a ce qu'on appelle des DRM, qui sont des dispositifs numériques qui font que le fichier ne peut pas être piraté, ou en tout cas transmis et diffusé de manière libre. En même temps, sur des marchés émergents comme ça,
Moi, ce que j'ai tendance à dire quand même, c'est que c'est plutôt bon signe quand vous êtes piraté. Parce que quand vous êtes piraté, c'est que vous êtes désiré. Oui. Je pense notamment à Harry Potter, il a été piraté 12 heures après sa publication. Il a été téléchargé des millions de fois. Et si vous êtes... en fait, le jour où vous êtes piraté, vous êtes content. Parce que ça veut dire que, par ailleurs, vous êtes attractif. L'auteur ou l'éditeur? Qui est content? Les deux. Franchement, les deux. Posez la question à l'assistance. Les deux sont contents. Qu'on le veuille ou pas, on est inquiet pour le piratage, on est inquiet pour le vol, on est très bien, mais ça représente toujours une minorité. Moi, je suis avant tout, je suis consommateur d'audiolivres. Je me prends 2 heures d'audiolivres par jour, c'est au moins ça. Et aujourd'hui, on peut me proposer les mêmes audiolivres gratuitement. J'ai mes habitudes. J'ai ma façon de lire, j'ai moi ma petite option voiture avec les gros boutons, j'ai une certaine aisance, il y a un lecteur. C'est comme les films qui sont piratés en ligne. Il y a une certaine qualité, comment on appelle ça, en vidéocam ou quelque chose comme ça. On ne regarde pas ça, on ne regarde plus ça. Donc ça reste toujours une minorité. Le risque existe, les plateformes ont les solutions. Les solutions sont simples, elles existent, on ne recrée pas la roue. Elles sont là, c'est au niveau du lecteur qu'on protège. Le fichier, oui, il est téléchargé sur les téléphones, parce que c'est des applications, mais vous n'avez pas la possibilité. C'est-à-dire que même si vous voulez extraire ce fichier-là, que vous le mettez sur un ordinateur ou sur un autre outil, que vous essayez de le lire, vous n'avez pas le lecteur. Le lecteur est spécifique. Donc après, bon, il s'appelle le Tout à fait d'accord avec ça. La Bibliothèque nationale n'a toujours pas répondu là-dessus. Pour des questions de droit, est-ce qu'il y a un encadre? Moi, personnellement, je ne sais pas si on dit aujourd'hui est proposé, par exemple, un cadre légal qui encadre le livre audio ou l'audio de manière générale. Vous savez qu'il y a énormément de problématiques qui concernent le cinéma. Enfin, voilà. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires sur ce volet-là. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose de pensé ou de réfléchi ou des projets de loi qui concerneraient juridiquement, il y a une loi qui oblige, comme des livres, tout producteur de livres audio de déposer son produit à la Bibliothèque nationale. Une chose qui n'est pas encore faite. Hein? Voilà. Bon, malheureusement. De toute façon, je pense que c'est le TEDAD. Oui. Le TEDAD qui. Cette même loi existe dans le TEDAD. L'Office des droits d'auteur. Les droits d'auteur tombent après 50 ans. Même il y a héritage des droits d'auteur. En Tunisie, oui. Donc, 50 ans. Je profite de cette discussion pour lancer l'appel aux éditeurs, start-upers, de déposer des livres audio à la Bibliothèque nationale. Ça protège, pour avoir un code ISP, et pour protéger le produit, et pour que le produit aussi peut être commercialisé à l'extérieur du pays. Et avoir une base de données aussi, on a parlé de ça avec Zakia, une base de données des livres audio qui existent. On n'a pas une base de données. Et surtout, on est encore dans l'état de départ. Donc, on cherche à convertir le maximum de livres, surtout du patrimoine. Je cite il n'existe pas encore voilà, en version audio tunisienne. Elle existe en version égyptienne, alors que c'est un livre tunisien. Alors, une question, et là je m'adresse à Cécile.
existe-t-il un modèle économique et technique du livre audio, un modèle idéal, technique et économique? D'accord. Je sais pas, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, d'accord. Oui, sur les modèles économiques, s'agissant de la commercialisation du livre audio, je pense que Laure pourra sans doute compléter. Ça va également être un enjeu dans les années à venir. Aujourd'hui, on a des plateformes de commercialisation du livre audio, en tout cas en France, qui proposent soit des modèles d'achat à l'acte, donc on achète le livre audio de manière unitaire, où vous avez des abonnements et des abonnements limités. Donc on a accès, moyennant des abonnements assez attractifs de l'ordre de la dizaine d'euros à un livre audio par mois. Ceci étant, on voit bien, si on regarde ce qui se passe dans les autres secteurs des industries culturelles et créatives, qu'on est de plus en plus face à des modèles d'un abonnement limité. Alors, le marché du livre audio n'est pas du tout mûr pour ça, et puis il y a des vrais enjeux de rémunération des acteurs de la chaîne dans le cadre de ce type de modèle économique. Après, moi, une de mes craintes, c'est que, en tout cas en France, pour le moment, les éditeurs arrivent à préserver ce modèle indiqué d'abonnement limité. C'est qu'on sait aussi que les gros acteurs, enfin les grosses plateformes de commercialisation du livre audio, pour les plus grandes, sont maintenant également producteurs de livres audio, avec des catalogues de plus en plus fournis. Et je pense qu'il y a peut-être un risque à terme d'imaginer qu'on va avoir un rapport de force qui va être tel, compte tenu de leur production propre, qui fait qu'on va peut-être être contraint et forcé à aller vers des modèles économiques qui ne sont pas forcément ce qu'on souhaite et qui surtout permettent de rémunérer convenablement tous les acteurs de la chaîne. On voit aussi, là, ces dernières semaines, que le livre audio, compte tenu de l'évolution des usages, attire de plus en plus d'acteurs, et y compris d'acteurs qui ne viennent pas forcément au départ de l'édition. Laure parlait tout à l'heure de la musique, mais il y a Spotify là, qui a annoncé le rachat de Find the Way, il y a Storytel aussi qui a acheté Audiobooks. Enfin, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent au livre audio, et si on regarde effectivement du côté de la musique, on sait qu'on est sur des modèles qui sont dont la pratique est illimitée. Donc ça questionne effectivement à terme l'organisation de toute cette chaîne. Et puis moi j'ai toujours, pourquoi pas penser à terme, une plateforme francophone du livre audio qui réponde aux enjeux de tous les acteurs de la chaîne, avec plein de questionnements aussi, parce que qui dit marché francophone pose aussi la question du pouvoir d'achat des différents pays, comment adapter l'offre selon les territoires. Donc tout ça, ce sont énormément de questions qu'il va falloir sans doute résoudre à l'avenir si on ne veut pas être complètement dépassé ou absorbé ou contraint à suivre les modèles des grosses plateformes internationales. Alors, si tu avais un conseil à donner à des jeunes start-upers tunisiens, si tu avais un conseil à donner à des jeunes start-upers tunisiens qui se lancent dans le livre audio. Je suis désolée, Gaston, j'ai pas du tout entendu la question. Alors, si tu avais un conseil à donner à des jeunes start-upers en Tunisie qui voudraient se lancer dans le livre audio. Des conseils à donner à des jeunes start-upers du point de vue de la production, mais je pense que ça a été dit aussi précédemment de ce que j'ai entendu, c'est l'identification des attentes des publics et avoir une offre éditoriale la plus large possible. Et je pense que notamment avec le développement des usages numériques, il y a un vrai enjeu s'agissant de ce public dont on parlait précédemment, 15-25 ans, qui a déjà un usage de l'audio, et à travers la musique et à travers le podcast qui fait qu'ils viennent assez volontiers maintenant vers le livre audio. Les études qui ont été menées en ce sens en France attestent du développement fort de ce public jeune. Donc je pense qu'il y a sans doute quelque chose à jouer de ce côté-là avec le développement des usages numériques. Et puis sur la commercialisation du livre audio numérique, c'est un peu ce que je viens d'indiquer, c'est que je pense que les vraies questions à l'avenir, elles vont se situer là, avec, on peut l'espérer, une multiplication des applications et des initiatives qui vont permettre d'accéder au livre audio.
D'accord. Merci Cécile. Vous avez parlé en fait de ces jeunes-là. Nous avons en fait dans ce panel 2 jeunes Tunisiens qui se sont lancés dans ce projet. Donc ils ont un constat et ils ont déjà une expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler des problèmes concrets de distribution en Tunisie? À vous deux. C'est un peu ce qu'on disait au début. En fait, nous aujourd'hui, on se focalise sur la production de contenu, mais une fois ce contenu prêt, où est-ce qu'on pourrait, la question qu'on a posée au départ, c'est comment commercialiser tout ce contenu. Donc, on s'est dit pour commencer, on va essayer de diffuser ces contenus sur des plateformes déjà existantes, mais ce sera majoritairement principalement des plateformes étrangères, donc non accessibles aux citoyens tunisiens. Et à long terme, on espère vraiment qu'il y aura la possibilité de diffuser ce contenu en Tunisie, de pouvoir le vendre en Tunisie en créant l'application qu'il faut, la solution qu'il faut. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes dans la complexité de l'équation de trouver à la fois de créer du contenu, mais également de trouver la plateforme diffusion. Exactement. Bon, pour anticiper, on a déjà commencé à contacter quelques plateformes pour comprendre comment ça se passe, pour voir les conditions, parce que des fois il y a des chartes à respecter, même par rapport à la qualité de l'enregistrement. Donc on essaye de comprendre au maximum ce qu'il faut préparer. Et puis on me demande aussi des catalogues avec un minimum d'œuvres, un nombre minimal d'œuvres avant de pouvoir diffuser sur telle ou telle plateforme. Donc on essaye de comprendre le processus en parallèle avec la production. Après, ça va venir. On verra comment ça va avancer. Alors, je pense également à la chaîne du livre classique. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, à votre avis, je pose la question à vous, est-ce qu'il n'y a pas un moyen justement de profiter de cette chaîne qui est existante, de ce qui est fait justement sur cette chaîne, et justement de travailler sur de profiter, je ne sais pas si profiter justement de cette chaîne-là et de ces réseaux-là, justement pour favoriser la circulation du livre audio sous toutes ses formes. Je pense que c'est peut-être une question très large, mais justement, parce que c'est quand même un réseau qui existe déjà, avec ses problématiques également. Bon, pour moi, la solution, entre guillemets, qui pourrait fonctionner à travers la chaîne déjà existante, c'est le format CD. C'est de vendre le CD avec le livre. Mais malheureusement, c'est vraiment en train de disparaître. Exactement, il y a de moins en moins de CD, de lecteurs de CD dans les ordinateurs et les voitures. Oui, si tu veux. On disait une chose sur les modèles économiques. Il y en a réellement deux. Donc c'est l'achat à l'unité et le fameux abonnement qui vous donne un crédit où vous écoutez, achetez un livre par mois. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sans avoir atteint la quantité minimale qui rend une plateforme viable, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, l'informaticien, derrière, il est le doigt sur le bouton en train d'attendre pour commencer à coder. C'est-à-dire que les solutions sont trouvées, nous on est prêt à partir tout de suite et à lancer la plateforme. Par contre, si on n'a pas, j'ai envie de dire, une centaine d'œuvres qui font que la bibliothèque devient intéressante avec différents genres, comme disait Raoul, et où tout le monde se retrouve, ça ne sert à rien d'avoir une plateforme. On n'y est pas. Donc, point de départ, volume, et atteindre la quantité minimale, et ensuite les solutions techniques existent. Il ne faut pas s'inquiéter, vous verrez bientôt une plateforme tunisienne d'audio libre, ne vous inquiétez pas. Deux petites secondes, il y a deux autres qui vont bientôt couper. Je peux saluer Cécile Salizinski, qui est présidente de l'association Plume de Ban. Cécile, merci pour ta présence et à très bientôt, voire à l'année prochaine à la même période pour la deuxième édition du Salon du Livre Audio. À bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir. Elle peut continuer à suivre. Ça s'est coupé. Ici, je réponds à la question de la loi. Oui, Donc, la loi numéro 37 de l'année 2015, le 22 septembre 2015. c'est une loi qui est post-révolutionnaire, ça veut dire qu'avant 2011, il n'y avait pas du tout de plateforme juridique pour le. Peut-être avec. En tout cas, ce qui est sûr, La Bibliothèque nationale existe déjà avant. C'est la modification de la loi, c'est ça. Je me tourne également au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre part au sujet. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux invités? Moi, c'est trop. Oui, si. On va vous écouter avec beaucoup de joie. Tu es pas la spécialiste tunisienne. Non, je ne suis pas la spécialiste. Non, loin de moi. L'unique. Non, mais par contre, puisqu'on parle de technicalité, alors je sais que vous êtes encore en post-prod, parce qu'on avait discuté avec vous, j'avais discuté un petit peu hier, et je sais que vous êtes encore en post-prod par rapport à la production de l'audiolivre lui-même. Est-ce que vous êtes en post-prod par rapport au roman, ou est-ce que vous avez déjà dépassé ce stade par rapport au petit livre, non? Dans l'absolu. J'ai pas compris. C'est-à-dire que vous êtes en post-prod. Est-ce que vous êtes en post-prod par rapport So, est-ce que vous êtes en post-prod? C'est votre premier audio-livre? Non. Donc vous avez déjà dépassé, vous êtes déjà en phase diffusion pour certains. Moi, c'est ce que je voulais demander. Tout à l'heure, Bassem me demandait les difficultés, les challenges un petit peu, les défis de la diffusion. Pour moi, je voulais poser la même question par rapport à la production elle-même de l'audio-livre. Parce que j'ai mes propres défis et j'aimerais bien avoir des camarades de jeu. Alors, en production, hein, prod, post-prod, pré-prod, tout ça. Pour moi, le plus grand défi, c'est la préparation de la lecture. Vraiment, c'est très très compliqué Déjà, il y a le choix du lecteur. Oui, le choix du lecteur se fait selon le livre, la langue, la prononciation, etc. Et vraiment, on a travaillé avec des comédiens confirmés et on a travaillé avec un animateur radio qui est habitué au micro et qui a enregistré beaucoup de podcasts. Voilà. Et vraiment, c'est très difficile avec les deux, même avec des comédiens confirmés. C'est pas évident de trouver la bonne tonalité, la bonne voix, la bonne lecture qu'il faut. On essaye de faire intervenir à chaque fois l'auteur, l'éditeur. Vraiment, c'est le travail de préparation avant d'entrer en studio est très difficile. Et après, une fois dans le studio, c'est aussi difficile et c'est long, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a des audiolivres qui durent jusqu'à 48 heures d'écoute, donc imaginez tout le travail d'enregistrement qu'il y a derrière. Un autre défi qu'on a rencontré particulièrement sur le travail du Petit Prince, donc là on vient de finir l'enregistrement du Petit Prince, qui traduit en tunisien, en déj. Donc le traducteur a fait un superbe travail de traduction, d'adaptation, etc. Mais, donc moi j'ai eu énormément de plaisir à lire cette traduction, mais une fois lue à haute voix, c'est autre chose. Donc là, on s'est mis d'accord avec il y a eu tout un travail qui a été fait, on s'est mis d'accord avec l'éditeur de noter tous les passages à revoir, où il y a même des termes à revoir qui sonnent beaucoup mieux à l'oral qu'à l'écrit. Et voilà, une fois qu'on a enregistré les deux versions, la version écrite et notre proposition de réadaptation. Et après, là, donc on va se revoir. Une fois qu'on a l'accord de l'éditeur et du traducteur, on va voir quelle version diffuser. Donc vraiment, c'est un travail très très minutieux. On entre dans le détail. Chaque mot
a sa propre valeur, chaque mot compte, plus bien sûr tout l'univers sonore. Ouais. Ça c'est un autre volet, je ne veux pas... Merci. Excusez-moi, Excusez-moi juste une seconde. Si vous voulez découvrir ces challenges de production, il y a un interview qu'on a fait de Jamel Madani, qui est en train d'enregistrer justement Le Petit Prince, qui raconte son expérience, qui raconte à quel point c'est différent c'est pas la même chose que d'être sur les planches ou devant une caméra. Donc je vous encourage vraiment à écouter, c'est émouvant ce qu'il raconte. Excusez-moi madame. Au-delà de ça, c'est vraiment, on a l'impression de connaître, je suis l'auteur de mon propre texte, on a l'impression de connaître le texte. Il n'y a pas mieux que moi, je connais, je l'ai écrit, je connais pas. À le lire à voix haute, c'est autre chose. Je l'ai écrit, hein, mais à le lire, je me rappelle, mon producteur audio avait fait un petit bêtisier, alors maintenant j'en ris, mais sur place, il y avait des gros croquevilliers. C'était terrible à prononcer. On a répété ça quoi, on a fait une demi-journée sur le mot. Donc il y a vraiment, comme tu disais, ça a l'air d'être, ça a déglamourisé un petit peu le processus pour moi. Alors, il y a autre chose, il y a une autre problématique, je ne sais pas parler, parce qu'elle est gentille, c'est les auteurs. Notre autre problème, c'est les auteurs. Ils ont les choses comme ils sont, ils veulent tous lire. Oui, merci. Non, ah bah d'accord, vous l'avez lu en fait, moi je pensais que c'était d'accord, désolé. Mais voilà, mais c'est normal, ils aiment leur texte, c'est sorti bien. Voilà, mais il est important donc d'avoir un auteur qui est ouvert d'esprit, de dire on va vous trouver la meilleure formule. Et si le meilleur c'est vous, ça sera vous, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, des fois ça dessert le... On avait fait un casting, on avait rencontré un énorme, je finis, je promets. On avait rencontré un énorme, ça c'est un autre volet aussi, c'est un autre problème, c'est un autre salon, un énorme problème de langue, de niveau de langue, de prononciation. Quand la prononciation était bonne, au niveau de langue, et ainsi de suite. Je termine. Je vous invite à en discuter justement pendant la... Oui. Oui. Excusez-moi. Juste pour vous dire. Oui. Question et d'abord la question. Une remarque, en fait, tout ce qui a été dit, en fait, ces points de vue rejoignent ce que Laure avait dit. C'est une opportunité. Vous avez parlé de ce travail très délicat, très difficile, de cette dimension sonore. Benjamin a dit que le timbre de la voix, il invite l'imagination. Il n'y a pas de divorce, en fait, dans le livre audio. Il n'y a pas de divorce entre le visible et l'audible. Voilà. Le son s'estompe pour inviter l'imagination. Il faut profiter de cette opportunité et voilà, booster cette chaîne de livres audio pour qu'elle trouve son espace et voilà, elle trouve aussi le poids idéologique qui permet de défier l'hégémonie du livre en format papier. Voilà. Merci, une dernière question. Oui, je félicite Madame Zakia pour cette expérience. Enfin, on a pénétré ce marché. C'est une belle expérience malgré toutes les contraintes. En fait, je vous propose deux solutions magiques qui peuvent vous aider énormément. L'une, on peut même collaborer avec nous. On a beaucoup de jeunes talentueux, ils sont cachés. Pas forcément un comédien confirmé peut donner de valeur. Il faut toujours ouvrir des castings pour prendre la parole pour les jeunes qui sont talentueux, qui ne sont pas très affichés dans les médias, mais il y a un potentiel extraordinaire, surtout dans les jeunes. C'est la première solution. La deuxième, je vous conseille d'enregistrer pas tout le livre, mais un résumé. C'est écouter 48 heures, c'est presque impossible. Vous pouvez prendre des livres, même à l'échelle internationale, à l'échelle arabe, et faire des résumés courts de 5 minutes, 10 minutes, pas plus, pour encourager les jeunes à écouter. 48 heures, c'est très long, et les jeunes ne veulent plus écouter Désolé, mais on est obligé de taxer, il y a encore un troisième atelier après. Juste pour vous dire merci d'avoir été présent à cet atelier. Je remercie beaucoup mes invités, même s'il y en a qui n'ont pas beaucoup parlé. mais parce qu'il y a des sujets qui sont quand même... Alors, on reprend dans